Bienvenue donc sur cette édition spéciale. Bienvenue au 20h. Nous sommes donc le 29. Qu'est-ce qui se passe avec Kenfak et Maître Lejo qui dénoncent donc les nominations illégales des membres du comité? Dans ce studio, nous accueillons l'un des analystes. Nous allons donc changer de décor pour donc suivre la vidéo. Alors ce jour, vous savez donc que l'armée est donc arrivée, la garde présidentielle, pour comploter donc avec les ambazoniens. Ok, c'est bon. Vous savez donc que depuis un certain nombre de temps, Ngongo est donc aux abois pour que la présidentielle donc de 2025. Mes amis, nous avons donc les nouveaux candidats pour l'élection présidentielle que nous allons donc vous présenter. Qu'est-ce qui va donc se passer pour leur candidature si jamais ils vont donc briguer donc un mandat? Si vous le voulez donc très bien, nous écoutons. Il savait que l'homme qu'on suit là peut nous nourrir toute la vie en multipliant le pain. Donc les gens peuvent venir à l'église, pas parce que Baboké est un pasteur. Ils peuvent venir à l'église parce qu'on sait qu'il est directeur du cabinet civil et il va régler leurs problèmes. Quand on a un problème, on va voir le pasteur. On veut une intervention. Lui aussi fait des donations. Une fois qu'il ne sera plus directeur du cabinet civil, pensez-vous, monsieur Moda, une fois qu'il ne sera plus, monsieur Moda, pensez-vous que la foule sera encore si nombreuse? Je vais vous raconter une petite anecdote. Un ministre en fonction avait une foule terrible dans sa cour. Tous les jours, matin, midi, soir, la nuit. Un jour à 17h, le décret tombe. Il n'est plus ministre. La foule qui était assise à même le sol devant sa cour, les gens ont commencé à se lever les uns derrière les autres. Et à moins d'une heure, il n'y avait plus personne. Même son garde du corps lui a dit, patron, je rentre à la maison. Il lui a dit, mais tu rentres, je reste avec qui? Il lui a dit, mais patron, vous n'êtes plus ministre. La réalité du système. Monsieur le commissaire Abel Abéné, il y a quand même quelque chose également qui est un phénomène récurrent au Cameroun, c'est celui, on va dire, de ces jeunes femmes au parcours académique douteux, mais qui, comme par hasard, sont proches et gèrent par procuration, via leurs conjoints, des grandes structures au Cameroun. Monsieur Moda, vous êtes vraiment pertinent. Effectivement, ces dernières années, il est né au Cameroun une espèce de jeune femme très ambitieuse, sans parcours académique conséquent, qui a lancé son dévolu, parce que je parle de la catégorie de femmes, qui a lancé son dévolu sur les Sugar Daddy. Et avec pour ambition de les mettre sous tutelle et de diriger leurs entreprises par procuration. Ce phénomène-là est réel et les conséquences sont dévastatrices pour le Cameroun. Je suis parfaitement meurtri lorsque je vois le cinéma qui se passe à la SNH, la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. Je suis meurtri quand je vois ce qui se passe avec le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Il a plusieurs femmes. Je vous parle de celle qui le tient au lever du doigt. Je suis meurtri quand je sais que Biya, au-delà de son attitude
de président quand il sort en public qu'en réalité, il n'a plus de pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Et les instructions, il peut les donner, faire semblant, et ça c'est son jeu. En public, il fait semblant d'être quelqu'un, il montre un doigt à gauche, il montre à droite. Mais en réalité, il n'en est rien. Il fait le folklore. C'est les vraies instructions aujourd'hui au Cameroun viennent de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Et souvenez-vous que Biya, en 2018, quand il est élu, il donne procuration à Ngongo pour gérer le Cameroun. Monsieur le commissaire Abel Abele, sincèrement, est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Monsieur Moda, le peuple camerounais a le dernier mot. Cette question doit être adressée au peuple camerounais qui me suit. Est-ce que vous pensez que nous allons nous en sortir, peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre? Biya, que nous voyons tous, n'est plus. Souvenez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui-même, en 2018, a signé le décret pour donner à Ngongo l'habilitation, pour donner à Ngongo l'habilitation de gérer tous les dossiers de la République. Et c'est Ngongo qui doit choisir quel dossier est prioritaire. Non, lui transmettre, lui faire parvenir. Ça veut dire qu'un Ngongo peut juger qu'aucun dossier n'est utile. Tout au moins, aucun dossier à l'heure actuelle n'est susceptible d'être apporté au président. Et ça sera comme ça tout un mandat. En réalité, ça veut dire que Biya ne gère plus rien. Je ne sais pas en quelle langue il faut le dire aux Camerounais. Et je crains que la menace soit venue, pour qu'il signe un tel document, que la menace soit venue de la Chambre. Et nous pouvons nous en sortir, il faut que nous décidons. Dans tous les cas, nous avons déjà décidé. Monsieur le commissaire Albert Lépaulé Bénet, il y a un fait récurrent propre au régime Biya et à son magistère. Très souvent, les personnes qui l'ont servi finissent toujours mal. Nous pouvons évoquer le cas d'un très célèbre directeur de la chaîne nationale qu'on a vu partir de manière triste. Est-ce une façon de remercier ses soutiens? Mendoza, dont vous parlez, était le directeur général de la CRTV. On le voit à l'image d'ailleurs. Ce monsieur est mort comme un chien. C'est l'homme qui a chanté les louanges de Paul Biya et de Chantal Biya, tel que quelqu'un d'autre, personne d'autre, à ce jour, à ma connaissance, n'ait pu le faire. Biya est un homme sans cœur. Biya, lorsqu'on me parle de Paul Biya, séminariste, je me pose la question. D'ailleurs, je me dis souvent, si un séminariste peut cautionner l'assassinat des évêques, des prêtres dans son pays. On peut en citer quelques-uns, Yves Plumet, Monseigneur Bala, la liste est longue. La liste est longue, monsieur Moda. Et on peut commencer, excusez-moi, monsieur le commissaire, on se pose la question également d'ailleurs, du décès
de sa première femme. C'est un dossier particulier. Nous avons dit au président Biya d'aller se reposer au village. Il nous a compris. Il nous a compris depuis 5 mois. Et il y est. Nous lui conseillons. Bonjour. Bienvenue au podcast du commissaire Albert Léopold Ebene. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec lui le régime Biya, le système Biya. En effet, beaucoup ne voient qu'en Biya le coupable, le responsable de toutes les exactions au Cameroun. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons mettre en exergue toute cette galaxie autour du Biya qui abuse les pauvres citoyens au Cameroun. Monsieur le commissaire Albert Léopold Ebene, quelle est cette galaxie qui gravite autour de Biya? Merci beaucoup. C'est un sujet à la fois sensible, hein, Très. mais édifiant, parce que ça permettra aux Camerounais de bien cerner tout ce qui se passe autour de Paul Biya. Vous parliez de galaxie, oui. Il y a toute une galaxie autour de Paul Biya, dans sa propre famille et dans la famille de sa femme, qui abuse des personnes et abuse de leurs biens. Juste simplement parce que ils sont de la famille du président. Alors, pour comprendre ça, il faut peut-être d'abord parler un tout petit peu de Paul Biya et de ce qu'il a fait de notre pays. Monsieur Moda, Biya est le président du Cameroun depuis 43 ans. Mais il y a quelque chose qui échappe aux Camerounais. Dites-nous. En réalité, voilà quelqu'un qui est élu. Parlons d'élection, hein, parce que lorsque la Cour suprême, anciennement, et aujourd'hui le Conseil constitutionnel déclare les résultats, on dit Paul Biya élu. Alors voilà donc quelqu'un qui est élu par le peuple camerounais depuis 43 ans, mais qui n'a aucun engagement vis-à-vis du peuple camerounais. Tout ce qu'il fait vis-à-vis du peuple camerounais, ce sont les dons. Dès qu'on fait un petit tronçon de route, on dit que le don du chef de l'État. Dès on construit un hôpital, c'est un don du chef de l'État. En réalité, je ne sais pas si les Camerounais perçoivent bien le mot don. Je ne pense pas. Don, on donne ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Et le don, ce n'est pas une obligation. C'est un acte de cœur. De générosité. De générosité. Celui-là, celui qui donne, peut ne pas donner ou choisir qui il va donner. Voilà un homme, fils de catéchiste. On ne lui connaît pas de fortune. Il n'est pas fils de milliardaire pour dire qu'il a une richesse personnelle. Il n'est pas... il était premier ministre jusqu'à ce qu'il devienne président. On n'a pas vu une richesse ostentatoire
Il n'est pas Donald Trump, vous voulez dire. Voilà, il n'est pas Donald Trump. Alors, du jour au lendemain, quelqu'un est président et tout ce qui est fait autour de lui comme action, on dit c'est un don du chef de l'État. On peut le voir là d'ailleurs. Mais c'est aberrant. C'est même une insulte. Alors, pourquoi il accepte qu'on parle de don? Quand il doit travailler pour le peuple qu'il a élu. Pourquoi lui, il accepte qu'on parle de don? Parce que Biya est convaincu que le Cameroun est sa propriété personnelle. Et pas qu'à lui d'ailleurs. Voilà. Que le pétrole, l'or, toutes les richesses du Cameroun sont sa propriété personnelle et qu'il peut en disposer à sa guise, sans rendre compte à qui il veut. C'est pour ça qu'on parle de don. Il choisit qui donner. Comme Dieu choisit à qui donner la vie, la santé, la mort, ou la richesse, ou ainsi de suite. Lui aussi, c'est un petit Dieu qui choisit à qui donner quoi ou quoi. Donc, il n'a aucun engagement vis-à-vis des populations. C'est pour ça qu'on parle de don. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que ça soit une insulte, cet état des faits, vous êtes loin de l'imaginer, a colonisé tout son voisinage. Ses propres enfants qui sont nés dans son foyer, je prends seulement le cas de son propre fils, Franck Biya, qui est son fils. Il est convaincu, et ses neveux Bonivan, sa soeur, sa nièce Katimba, ses beaux-frères Baboke, l'autre fils Franck S, tous ceux qui peuvent gérer, tous, qu'est-ce que vous ne pouvez... Ils sont convaincus, parce qu'ils ont grandi dans ce milieu, qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, que le Cameroun est la propriété familiale. Même, donc quand Franck va exploiter le bois, comment allez-vous lui dire de payer les impôts alors que c'est une propriété familiale? Le Cameroun est une propriété, et que ce bois est le bois de la famille Biya. Et laissé comme on voit à l'image, c'est pour totalement démunis. Comment allez-vous dire comment je vais dire, à Bonivan que il a quelque chose il doit négocier une parcelle de terrain avec une dame, Calice Beyala, alors que le terrain du Cameroun appartient à son père? Est-ce que vous voyez, ça dit, ils ont grandi dans cette mentalité. Et ils sont convaincus que le pétrole du Cameroun est à eux. Vous connaissez tous les affaires de Savannah, les affaires de Glencore, les affaires les stations d'essence à créer partout avec Baboke, avec, vous avez des histoires de la SNH, Donc, en fait, le pétrole du Cameroun est la propriété de la famille Biya. L'or du Cameroun est la propriété de la famille Biya. Déjà, vous avez vu, il y a quelques jours, les populations huées, tout au moins, une foule dirigeants, vous pouvez voir les images, une foule qui s'acharne, tout au moins, qui chasse, qui se révolte contre Bonivan, qui est le neveu du président Paul Biya. Ils sont partout. La forêt, c'est eux. Les marchés publics, c'est eux. L'or, c'est eux. Comment je vais dire? Ils sont partout. Les terres, c'est eux. C'est pour ça, à un moment donné, lorsque je les observe, je me pose la question, si ces gens ont un cerveau, ou alors c'est la boue qui est à la place du cerveau. Je prends seulement le cas simple. Voilà une dame
Kalice Beyala, bon, je la connais comme ça, je n'ai aucun contact avec elle. Mais l'affaire, je l'ai suivie. Qui a acheté son terrain au Mont-Fébé plusieurs années avant? Franck Biya convoite le terrain. Donc, comme c'est le fils du président, il n'a de compte à rendre à personne. Il décide donc, il a besoin de ce terrain pour se faire une maison. Parce qu'on le chasse des maisons de l'État. Tout au moins, on est en train de... Son père lui dit, tu as déjà assez d'argent pour te faire une maison. Fais-toi une maison. Mais il lance son dévolu sur le terrain de Kalice Beyala. Dans un pays normal, la démarche aurait été simple. De venir vers Beyala et de dire, ma soeur, ma mère, ma tante, ce terrain, certainement, tu l'as acheté à 20 millions. Moi, j'ai besoin de ce terrain. Tu as des projets sur ce terrain, mais moi, j'ai besoin de ce terrain pour la maison. Je négocie avec toi et au lieu de 20 millions, moi, je te donne 50 millions, 60 millions. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Tout le monde sait que l'argent de l'État, du pétrole, du Cameroun, c'est pour eux. Et il serait même allé loin en disant, je vais voir si je peux même t'acheter une maison à Bastos. Il y a des vieilles maisons à Bastos et tu vas construire ce que tu veux à Bastos. Parce que moi, Franck, je ne veux pas habiter à Bastos. Au lieu de le faire, d'aller proprement négocier avec une femme, il envoie son frère Bonivan devant pour arracher le terrain de cette femme. Vous vous rendez compte? Est-ce possible dans un État sérieux? Pourtant, tous ces gens, les membres du gouvernement autres, ils ont des maisons à l'étranger. Ils ont des maisons en France. Vous pensez un seul instant que si on leur disait que la France ou un Français peut vous faire ça, quelle sera leur réaction? Mais ils ont fait ça à cette femme. Il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs. Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à Franck. Te souviens-tu des maisons d'Amadou Ahidjo? Que sont devenues les maisons d'Amadou Ahidjo aujourd'hui? Comment vas-tu faire pour que cette maison que tu as construite sur le terrain de Kalice Beyala, que cette maison, demain ou après-demain, ne revienne pas à Kalice Beyala? Puisque même si tu es au Cameroun, on te demandera, la vraie justice te demandera d'enlever ta maison et de laisser le terrain de Kalice Beyala. Tu feras comment? Kalice Beyala n'est pas la seule sur ce genre de problème. Monsieur Moda, tel que vous évoquiez. Bien sûr. Et il y a la famille Ndingue. Suivez vous-même. Qu'on arrache notre terrain, ça nous paye rien. Ils vont par-ci, ils vont par-là. Atanakuna en prison. Maintenant, il va tromper Vision 4. Veuve Djingué ne passe pas par 4 chemins pour indexer le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qu'elle accuse de vouloir arracher le terrain de son défunt mari, situé à un jet de pierre du palais polyvalent des sports. Nous avions notre papier ici à l'hôtel Aurore. Monsieur Nchimi arrache notre terrain. Il a d'abord vendu ce terrain à Tarnakuna. Les enfants sont allés porter plainte, ils ont tout fait. On a fait l'arrêt des travaux. Voilà la barrière qu'Atarnakuna avait fait. Nous, on a cru que l'affaire était finie. La famille Ndingue a été surprise de constater qu'un opérateur économique se présente comme le nouveau propriétaire du terrain, alors qu'elle détient pas moins de 2 titres fonciers, comme l'atteste ce certificat de propriété délivré par le conservateur foncier du Fundi. Nous sommes propriétaires de 2 titres fonciers, le 248 et le 549, ayant été démolis pour zone de projet. Nous n'avons jamais vu un projet effectué par le soir Timé-Voulan. Il s'est mis à vendre ce terrain à plusieurs autres personnalités. Les policiers de la communauté urbaine nous ont informé que c'est Belinga Amougou qui a acheté ce site. Nous avons dit que ce n'est pas possible. Nous avons nos 2 titres fonciers en bonne et due forme, avec un permis de bâtir, avec une autorisation de bâtir. Tous les papiers sont là. Face à ce qu'elle considère comme une injustice criarde,
La famille Ndingue en appelle à la sagesse du président de la République. Soit ils veulent créer un soulèvement dans ce pays, parce que si eux, ils prennent les biens des gens sans dédommager, ça veut dire qu'ils sont au-dessus du président. Donc il faut qu'on fasse attention. Et en plus, le délégué du gouvernement utilise la police camerounaise pour venir couvrir des actes illégaux. On voit ces dames en pleurs. Vous voyez cette dame qui peut avoir 50 ans aujourd'hui au Cameroun, qui a vécu au Cameroun et qui a 50 ans d'âge et peut dire qu'il n'a pas entendu parler de l'hôtel Aurore. Qui ignore que ce terrain appartenait à la famille Ndingue? Pourquoi ne pas, si le terrain vous plaît, pourquoi ne pas aller vers la famille Ndingue? Dire, votre terrain nous plaît, nous voulons faire un immeuble ici. Nous avons besoin de ce terrain. Au lieu peut-être de, si ça coûte 500 millions, nous on va même vous donner 1 milliard. Parce qu'ils en ont, ils ont de l'argent en eux. Tout ce qu'ils font à arracher les terrains, c'est la volonté de pouvoir. Ils veulent démontrer qu'ils sont forts. Ils écrasent tout le monde. Ce n'est pas l'argent qui les fait défaut. Ils donnent 1 milliard à la famille Ndingue. Ils auraient pu faire ça, que ça n'aurait créé aucun problème. Mais ils arrachent avec la force. Mais n'oubliez jamais ceci. C'est un penseur qui le disait. Celui qui vit encore ne doit jamais dire jamais, car ce qui est assuré n'est pas sûr. Quand ceux qui règnent auront fini de régner, ceux sur qui on régnait régneront. La roue tourne. Alors, lorsqu'on vous dira d'enlever votre immeuble parce que le terrain, vous ne pouvez pas apporter ce terrain sur votre tête. Tout le Cameroun sait que ce terrain appartient à la famille Ndingue. Lorsqu'on vous demandera d'enlever votre immeuble pour que le terrain revienne au véritable propriétaire, vous allez faire comment? Il faut à un moment donné raison garder, être humain, savoir que ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir, qu'on est fils de, frère de, machin, que ça va rester comme ça éternellement et que on doit écraser les autres. Parlant d'écraser, il y a cette histoire, toujours de la famille Biya. Qui ignore cette histoire de cette fille qui était très active pour leur propre parti? Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul. Qui ignore cette histoire? En image là. Certes, je ne suis pas juge. Il y a diffamation ou pas. Ok. S'il y a diffamation, la justice est là. Et à ce que je sache, la diffamation est à 99%, elle se paye d'une manière, par des peines pécuniaires. Et rarement, la prison n'excède 6 mois. Mais quelle est cette histoire où on prend une fille, on met en prison, on ne l'a jamais jugée, et ça fait près de 8 mois, ou ça va arriver bientôt 1 an. Est-ce que vous vous rendez compte? Et d'ailleurs, c'est pas n'importe qui, parce qu'on voit en image que cette jeune dame a déjà été reçue par la première dame, on la voit militer pour le RDPC, et on l'a vu, chose exceptionnelle, se battre avec et contre les gars de la basse à Paris. Donc, c'est une militante de la première heure. Non, en fait, ce qui est en train de se passer, cette fille, c'est juste une démonstration de force. C'est-à-dire, je suis la nièce du président, j'ai la justice sous mes bottes, je donne des instructions au procureur, on t'arrête, je demande qu'on te détient aussi longtemps que possible, tu ne feras rien et tu resteras là. Ça, cette fille, je ne la connais pas personnellement, mais j'estime, parce que j'ai horreur des injustices. Même dans ma propre famille, on sait que ce n'est pas parce que tu es mon frère, tu es ma soeur, que tu vas aller créer des problèmes et venir te réfugier derrière moi.
Même quand j'étais en exercice, tous les membres de ma famille le savaient. Donc, quand vous voyez une histoire comme ça, vous vous dites, ces gens ont la boue dans la tête. Du côté de la première dame, c'est pareil. Je vais vous donner l'exemple d'abord de son fils, Frank S. Je me souviens encore de cette histoire où, déjà que c'est lui qui a gagné tous les marchés du stade Paul Biya. Son propre père, un stade où ils ont facturé et refacturé des choses par 10 fois, 1000 fois, tel que vous êtes loin d'imaginer. Je vous parlais du pasteur Baboké. Moi, d'office, je n'aime pas parler des oins de Dieu. Même si je sais pertinemment que tous les oins de Dieu, tous ceux qui se proclament être de Dieu, ne sont pas vraiment de Dieu. Et surtout que Lucifer était un serviteur de Dieu. Mais il a opté pour le mal. Donc quand je vais parler d'homme de Dieu, je mets une pause. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le comportement de ce pasteur et qui se retrouve au palais, le lieu par excellence de toutes le palais d'Etoudi, qui est le lieu par excellence, à ma connaissance, de toutes les abominations, qui ne s'est pas rendu compte que certainement sa mission était d'aller là-bas changer ces abominations, tout au moins mettre fin à ces abominations. Mais il a quelle fonction? Il n'est qu'un directeur de cabinet adjoint? Monsieur Moda, c'est l'homme qui chuchote à l'oreille de la première dame. Et vous savez le pouvoir d'une femme? Aujourd'hui, qui gère le Cameroun? Ce n'est pas la première dame? Il n'y a pas qu'elle. Et même, je vais vous rappeler que dans la Bible, parce que nous parlons de Bible, parce qu'il est pasteur, dans la Bible, il y avait la reine Esther a changé la décision de Pharaon parce qu'elle a chuchoté à l'oreille de Pharaon. La mission de Baboké au palais n'est pas d'aller s'enrichir, s'il est un homme de Dieu, n'est pas d'aller s'enrichir, n'est pas de ce faste qu'il veut étaler. Pourtant, il est très discret, le Baboké dont vous parlez. Non, Monsieur Moda, soyons clairs. Est-ce que un homme, quelle influence a-t-il eu auprès donc de la première dame pour le bonheur du Cameroun? Je vais vous donner un petit détail. Un secret que les Camerounais doivent savoir. En décembre 2018, Madame Biya loue un avion privé, un jet privé qu'elle fait venir au Cameroun pour transporter de l'argent. 6 millions d'euros sont transportés dans le jet privé pour la Hollande. Peu de Camerounais le savent. Cet argent, est-ce que vous allez dire que Baboké n'est pas au courant que c'est l'argent du Cameroun qui s'évade là? Dans un pays où il manque de bonnes fontaines, il manque l'eau et tout le reste. Est-ce qu'il est flic, Baboké? Mais c'est l'homme qui chuchote à l'oreille. Il aurait pu dire à sa sœur, sa mère, que je suis un homme de Dieu. Ça, l'argent que nous prenons là, alors que dans le nord, il n'y a pas de forêt, les enfants boivent l'eau avec les animaux. Cet argent-là doit servir, allons faire les forages là-bas. C'est ça. Ça, c'est la mission que Baboké aurait pu faire. Il ne s'est même pas rendu compte que c'est pour ça que Dieu l'a mis là. Tous les dimanches, par contre, son église est remplie d'ouailles. Je vais vous expliquer. Vous savez, la parabole, quand Jésus a multiplié le pain, et du poisson, et a donné quelques petits pains et quelques petits poissons, et a multiplié et a nourri une foule de plus de 3000 personnes, 5000 personnes, je veux dire. Vous savez pourquoi après ça, la foule a commencé à suivre Jésus? Dites-nous. Pas forcément. Il y avait des gens qui suivaient Jésus parfois par la foi. Mais d'autres suivaient Jésus parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Ils savaient que l'homme qu'on suit là
peut nous nourrir toute la vie en multipliant le pain. Donc les gens peuvent venir à l'église, pas parce que Baboké est un pasteur. Ils peuvent venir à l'église parce qu'on sait qu'il est directeur du cabinet civil et il va régler leurs problèmes. Quand on a un problème, on va voir le pasteur. On veut une intervention. Lui aussi fait des donations. Une fois qu'il ne sera plus directeur du cabinet civil, pensez-vous, monsieur Moda, une fois qu'il ne sera plus, monsieur Moda, pensez-vous que la foule sera encore si nombreuse? Je vais vous raconter une petite anecdote. Un ministre en fonction avait une foule terrible dans sa cour. Tous les jours, matin, midi, soir, la nuit. Un jour à 17h, le décret tombe. Il n'est plus ministre. La foule qui était assise à même le sol devant sa cour, les gens ont commencé à se lever les uns derrière les autres. Et en moins d'une heure, il n'y avait plus personne. Même son garde du corps lui a dit, patron, je rentre à la maison. Il lui a dit, mais tu rentres, je reste avec qui? Il lui a dit, mais patron, vous n'êtes plus ministre. La réalité du système. Monsieur le commissaire Abel Abéné, il y a quand même quelque chose également qui est un phénomène récurrent au Cameroun, c'est celui, on va dire, de ces jeunes femmes au parcours académique douteux, mais qui, comme par hasard, sont proches et gèrent par procuration, via leurs conjoints, des grandes structures au Cameroun. Monsieur Moda, vous êtes vraiment pertinent. Effectivement, ces dernières années, il est né au Cameroun une espèce de jeune femme très ambitieuse, sans parcours académique conséquent, qui a lancé son dévolu, parce que je parle de la catégorie de femmes, qui a lancé son dévolu sur les Sugar Daddy. Et avec pour ambition de les mettre sous tutelle et de diriger leurs entreprises par procuration. Ce phénomène-là est réel et les conséquences sont dévastatrices pour le Cameroun. Je suis parfaitement meurtri lorsque je vois le cinéma qui se passe à la SNH, la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. Je suis meurtri quand je vois ce qui se passe avec le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Il a plusieurs femmes. Je vous parle de celle qui le tient au lever du doigt. Je suis meurtri quand je sais que Biya, au-delà de son attitude de président quand il sort en public, qu'en réalité, il n'a plus de pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Et les instructions, il peut les donner, faire semblant, et ça c'est son jeu. En public, il fait semblant d'être quelqu'un, il montre un doigt à gauche, il montre à droite. Mais en réalité, il n'en est rien. Il fait le folklore. C'est les vraies instructions aujourd'hui au Cameroun viennent de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Et souvenez-vous que Biya, en 2018, quand il est élu, il donne procuration en Ngongo pour gérer le Cameroun. Monsieur le commissaire Abel Abéné, sincèrement, est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir?
Monsieur Moda, le peuple camerounais a le dernier mot. Cette question doit être adressée au peuple camerounais qui me suit. Est-ce que vous pensez que nous allons nous en sortir, peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre? Biya, que nous voyons tous, n'est plus. Souvenez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui-même, en 2018, a signé le décret pour donner à Ngongo l'habilitation, pour donner à Ngongo l'habilitation de gérer tous les dossiers de la République. Et c'est Ngongo qui doit choisir quel dossier est prioritaire. Non, lui transmettre, lui faire parvenir. Ça veut dire qu'un Ngongo peut juger qu'aucun dossier n'est utile. Tout au moins, aucun dossier à l'heure actuelle n'est susceptible d'être apporté au président. Et ça sera comme ça tout un mandat. En réalité, ça veut dire que Biya ne gère plus rien. Je ne sais pas en quelle langue il faut le dire aux Camerounais. Et je crains que la menace soit venue, pour qui signe un tel document, que la menace soit venue de la Chambre. Et nous pouvons nous en sortir, il faut que nous décidons. Dans tous les cas, nous avons déjà décidé. Monsieur le commissaire Albert Lepoulé-Bénet, il y a un fait récurrent propre au régime Biya et à son magistère. Très souvent, les personnes qui l'ont servi finissent toujours mal. Nous pouvons évoquer le cas d'un très célèbre directeur de la chaîne nationale qu'on a vu partir de manière triste. Est-ce une façon de remercier ses soutiens? Mendoza, dont vous parlez, était le directeur général de la CRTV. On le voit en image d'ailleurs. Ce monsieur est mort comme un chien. C'est l'homme qui a chanté les louanges de Paul Biya et de Chantal Biya, tel que quelqu'un d'autre, personne d'autre, à ce jour, à ma connaissance, n'ait pu le faire. Biya est un homme sans cœur. Biya, lorsqu'on me parle de Paul Biya, séminariste, je me pose la question. D'ailleurs, je me dis souvent, si un séminariste peut cautionner l'assassinat des évêques, des prêtres dans son pays. On peut en citer quelques-uns, Yves Plumet, Monseigneur Bala, la liste est longue. La liste est longue, monsieur Moda. Et on peut commencer, excusez-moi, monsieur le commissaire, on se pose la question également d'ailleurs, du décès de sa première femme. C'est un dossier particulier. Parce que nous allons également mettre sur pied donc une brigade de contrôle. Brigade de contrôle? Oui, de contrôle du scrutin pour endiguer, n'est-ce pas, l'ampleur de la fraude. Je vais vous dire une chose, vous avez organisé dans des plateaux ici, pour dénoncer ce qu'on a appelé les violations flagrantes des lois existantes. Ce sont eux-mêmes, avec leur majorité, qui ont, n'est-ce pas, mis sur pied la loi portant code électoral. Message à retour. Nous sommes à 4 mois du scrutin, comme vous avez dit. Où est passée vous faites référence à l'article 80? Mais bien sûr, où est passée la liste électorale nationale? C'est où? J'ai entendu des cosmonautes. Mais vous êtes en 2024. Nous sommes en 2025. Oui, mais écoutez. Vous voulez quelle liste? Il y a la liste électorale nationale. C'est au plus tard du 31 décembre. Oui, ça c'est pour 2024. Oui, mais bien sûr.
Nous sommes en 2025. Ça aura une incidence sur l'élection de 2025. Ouais. On ne va pas me dire que les inscriptions ont commencé en 2025. Non, il n'y a pas eu de refonte de la liste électorale. Il n'y a pas eu de refonte. Nous sommes en période de révision. C'est en période de révision. Donc, moi je dis, j'ai entendu des cosmonautes politiques dire que la liste, que les différentes listes par arrondissement que Elekam a publiées, que c'est ça la liste nationale. Mais j'ai bien envie de me demander, mais écoutez, mais ils sont allés à l'école ou ils sont allés en classe. Parce qu'on est allé à l'école et qu'on a fait la bonne école, quand on dit la liste, quand on parle de la liste électorale nationale, on dit là, c'est un peu défini. C'est une liste. On n'a pas dit les listes. Allez prendre un enfant, même du coup moyen 1. Vous lui demandez, vous présentez ce que les camarades ont sorti comme liste par arrondissement. Vous lui demandez si c'est la liste électorale nationale, mais il va se moquer de vous. Mais il va me dire, mais attends, mais lui, il va dire, mais comment vous pouvez dire ça? C'est la liste au singulier. C'est pas les listes au pluriel. Moi, on me l'a appris je crois que au cours préparatoire ici à l'école Saint-Jean-Bosco. La date du scrutin, c'est quand? On sait que c'est au mois d'octobre. C'est une date? Non, j'ai dit qu'on sait que ça se passe. Je ne parle pas de la période. Oui, mais on sait je quand même. Je parle de la date. En Côte d'Ivoire, c'est le 25 octobre. Oui. Quand vous demandez, quand un enfant, je prends tout l'enfant de l'école primaire, quand il vient le matin, quand il met la date, il précise. Peut-être mercredi 18, c'est ça la date. En Côte d'Ivoire, ils ont donné la date le 25 octobre. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Mais on attend le jour où le président va convoquer le corps électoral. À un moment donné, il faut que cette dérive monarchique des institutions cesse. Le président de la République ne doit pas être le seul à savoir à disposer du calendrier électoral. En Côte d'Ivoire, c'est le 25 octobre. Mais chez nous, c'est quand? La date, c'est quand? Donc, M. Biava se levait un matin comme ça et puis m'ont dit que la date, et si le fait, juste 30 jours avant, c'est le succès. Mais moi, je dis, il y a un climat de tension qui est perceptible. Et j'ai toujours dit sur ce plateau que M. Biya, que la paix dans ce pays dépendra de M. Biya. S'il veut des élections libres et transparentes, qu'il copie au moins ses homologues. Parce qu'en tout début d'année, on devrait déjà savoir quelle est la date des élections. Je n'ai pas demandé la période, je demande la date. Mais on ne l'a pas encore. Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y ait une tension perceptible dans l'espace politique, dans le landerneau politique camerounais? Les gens spéculent. Certains membres d'une certaine formation politique bavardent plus qu'ils ne parlent. Qu'ils nous disent, eux qui sont au pouvoir, le scrutin va se tenir quand? Je ne parle pas de la période. La période est indicative, mais on doit avoir la date. Et bon, voilà. Donc moi je dis la tension qui est perceptible résulte de la volonté manifeste du RDPC de vouloir conserver le pouvoir à tout prix et à tous les prix par la fraude. On va d'abord accueillir le grand conseiller Charles Elisan. Bonsoir. Bonsoir, c'est bienvenue à l'émission. C'est le RDPC qui est ici de l'invitation. On vous a loupé lundi, vous êtes là aujourd'hui. Oui, en déplacement du côté de Yaoundé. Ouais, ok. J'espère que vous avez pris note par rapport à ce que dit Jean-Robert Wafo. Comme d'habitude. Je sais que vous allez lui répondre. Merci, tout à fait. Flamboussi d'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a un certain nombre de conditions? Quelles sont les conditions minimales pour un scrutin réussi de votre point de vue? Est-ce que c'est réuni? Bon, déjà de prime abord, avant d'arriver aux conditions, peut-être il faut interroger l'étiologie. Oui. L'étiologie, ce sont les causes. Pourquoi le scrutin ne réussirait pas au Cameroun? Eh bien, on a une cause principale qui s'appelle Rassemblement démocratique des populations du Cameroun. Je pense bien que c'est ça.
C'est donc un parti politique... Du peuple camerounais. Ouais, bon, j'ai dit population. Ok, voilà. C'est-à-dire c'est donc un parti politique qui gouverne d'une main de fer le Cameroun depuis 43 ans. Un parti politique qui se réclame rassembleur, mais qui a tout fait pour diviser les populations, dans l'optique de diviser pour mieux régner. Diviser les populations avec le tribalisme et la haine gratuite. Et c'est un parti politique qui se revendique démocrate. Mais de quelle démocratie on parle lorsqu'on sait que les adversaires de ce parti croupissent encore dans des prisons pour avoir manifesté pacifiquement à main nue? D'autres ont été arrêtés à leur domicile devant femmes et enfants. De quelle démocratie on parle lorsque ce parti politique ne respecte même pas la séparation des pouvoirs? Mais c'est dans quel pays démocratique le président préside le Conseil supérieur de la magistrature? C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, candidat à l'élection présidentielle de 2025, futur président de la République du Cameroun, a décidé que lorsque lui sera à la tête de ce pays, celui qui présidera le Conseil supérieur de la magistrature sera le premier président de la Cour suprême. Parce que c'est une aberration démocratique que ce soit le président de la République qui s'asseye pour décider de là où les magistrats doivent siéger. C'est une grave entrave à la démocratie. Et j'aimerais dire ici, il n'y a pas une démocratie culturelle. La démocratie a des principes universels qui s'appliquent à tout le monde. Soit vous appliquez la démocratie universelle, soit on retombe dans la dictature. D'ailleurs, on vit sous une dictature déguisée. On le sait. Donc le RDPC a divisé. Le RDPC a entravé une démocratie qu'elle a jadis vendue aux populations en disant on va abolir les lois liberticides. Des lois qui aujourd'hui s'appliquent de façon sous-jacente. C'est une grave atteinte à la démocratie de violer le préambule de la Constitution qui est la loi fondamentale de ce pays. Et donc, lorsque je le dis donc, j'arrive au niveau de comment faire donc pour qu'il y ait une élection apaisée dans ce pays. Eh bien, il faut déjà éduquer les masses. Dire aux populations que l'affaire politique est une affaire de tous. Il n'y a pas un groupuscule ici qui doit décider de qui doit parler politique et qui ne doit pas parler politique. Si vous êtes en majorité électorale, vous avez le droit de donner votre avis sur ce qui se passe dans votre pays concernant les questions politiques. Vous avez le droit de voter. Vous avez le droit même de surveiller le vote. Ce n'est pas interdit. Parce qu'on a fait croire aux Camerounais que lorsque vous parlez politique, vous allez finir en prison. Et le rassemblement démocratique, ou je vais dire l'anti-rassemblement antidémocratique, qui fait tout pour mettre dans les consciences populaires que parler politique, c'est parler mal de M. Biya. Peut-être qu'il faut rappeler que le Cameroun n'est pas né sous M. Biya. Bien avant M. Biya, le Cameroun existait. Donc après l'éducation des masses, il faut donc imposer une culture de la tolérance. La tolérance. Il y a trop de discours haineux qui montent en puissance pour le plaisir du gouvernement en place. Parce qu'ils sont contents, ils savent qu'ils ne tiennent pas la légitimité du peuple. Lorsqu'on ne tient pas sa légitimité du peuple, qu'est-ce qu'on fait? On détruit ce peuple. Comment détruire un peuple? On oppose le peuple les uns les autres. Les tribus contre les tribus. La guerre de génération, les jeunes contre les vieux. C'est une manière subtile de détruire le peuple afin de maintenir son hégémonie frauduleuse. Et donc, après avoir imposé une culture de la tolérance, il faut maintenant cultiver davantage le vivre ensemble. Pas ce vivre ensemble qui, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il faut un véritable vivre ensemble dans ce pays. Un vrai vivre ensemble. Dans son programme politique de 2018, le président Maurice Kamto a touché une question sensible. Il dit, pour davantage approfondir le vivre ensemble, on va créer une langue nationale commune, qui sera un brassage de toutes les langues culturelles qui existent. On a des génies en linguistique qui vont s'asseoir et faire ce travail. Donc, lorsque je finis donc de citer ce qu'il faut faire à mon niveau en tout cas, et bien sûr la liste n'est pas exhaustive, il y a forcément d'autres choses qu'il faut faire, mais pour moi c'est le plus important et le plus urgent. Et sincèrement, je dis également que s'il y avait une alternance dans ce pays,
on ne serait pas en train de parler d'apaisement et tout ça. Monsieur Biya fait 43 ans, c'est beaucoup. Je pense même qu'il n'a plus l'âge de diriger ce pays. Merci. Voilà. Comment faire donc pour établir la confiance? Charles, il semble dire qu'ils n'ont pas de problème, mais au niveau de l'apaisement, ils n'ont pas de problème. J'ai écouté... Les autres partis qui... J'ai écouté Charles Elisan bavarder durant près de 10 minutes. Il n'a pas parlé. Il a bavardé. Ce que je vais lui dire, c'est que quand le Riyad m'a dit pas venir croiser le canon de Yaoundé, désigner l'arbitre, désigner, n'est-ce pas, les commissaires de match, indiquer le genre de ballon avec lequel il faut jouer. Il marquait le pénalty. Parce que le Real se sent supérieur. Vous dites ce qui se passe, non? C'est ce qui s'est passé la saison dernière? Il dit, mais écoutez, là, de quoi ont-ils peur? Je prends la récente actualité. Le professeur Maurice Kamto, après avoir tenu son méga meeting à la place de la République à Paris, décide de faire escale ici à Douala. À peine il arrive chez lui, qu'on encercle sa résidence, brisant ainsi le sacro-saint principe de la liberté d'aller et de venir, consacré par les textes au Cameroun ainsi que par les traités internationaux. Le lendemain, il est question, n'est-ce pas, dimanche, d'aller au siège de son parti. Vous avez un préfet qui sort un arrêté indiquant que les motos à caractère onéreux ne doivent pas, n'est-ce pas, sillonner sur cet axe. De quoi ont-ils peur? Ils savent très bien que s'ils laissent des gens circuler et que plusieurs personnes, des milliers de personnes, il y aura un torrent républicain qui va rencontrer le professeur Maurice Kamto. Qui a finalement peur? Qui a finalement peur? Mais monsieur Zan, ce n'est que le début. Hein? De quoi? Ce n'est que le début. De quoi? Vous allez partir en octobre. Tous les jours. Je dis vous allez partir. Quand vous êtes parti de la deuxième. Je dis vous allez partir. Quand vous êtes parti de la deuxième. Je dis vous allez partir. Quand vous êtes parti de la deuxième. C'est-à-dire que ne rêvez pas. Oh, et moi je dis sur ce plateau et j'assume mes propos. Lesquels? Le changement que prend le professeur Maurice Kamto, c'est dans la paix et pas les urnes. Ne parlez pas comme ça. Donc s'il y a 2018, s'il y a du désordre, donc durant ou après le scrutin, ce sera de la faute du RDPC. Pourquoi? Mais on connaît vos méthodes. Mais je voulais dire qu'il y aura une brigade de contrôle. Non, il n'y a rien. Monsieur Zang. Il n'y a rien là. Il existe déjà une brigade républicaine. Non, mais vous me rappelez. Écoutez, il n'y a rien là. Je dis du côté des soutiens du professeur Maurice Kamto, il y aura une brigade de contrôle du scrutin. Il n'y a pas ça en 2018. Monsieur Zang, vous me rappelez l'ancien ministre de la communication du président Mobutu, qu'on appelait Sakombi. Avant le départ du président Mobutu, il faisait 10 fois ce que de ces ans, 1000 fois même. On peut dire quoi? Question à la périphérie. Il a fini par fuir. Ok. Il a fini par fuir. Il a fini par fuir les réalités. Vous êtes déconnecté de ce qui se passe. Non, c'est un petit mot que vous avez pu dire. Ça, je veux le dire quand même. Je veux le dire clairement. Vous êtes déconnecté de ce qui se passe. Vous êtes chassé de droit dans le pays, dans ce pays. Et vous êtes 237. Vous étiez tête de liste d'une... Je dis ceci. C'est des joueurs au guignol. C'est vous qui faites le guignol. C'était des joueurs au guignol. Vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Vous m'avez interrompu 3 fois. Personne ne vous m'avez interrompu 3 fois. 3 fois. Et je sais jouer à ce jeu. Non. Vous m'avez interrompu 3 fois. Monsieur Zang. Charles, permettez-le. Monsieur Zang, on verra bien après octobre. Le grand soir. Après la présidentielle. On vous a chassé du SDF. Je dis on verra après la présidentielle. Selon envie. Donc j'espère que vous aurez le courage, ou alors le mental de circuler, s'il vous plaît. De circuler dans les rues. Je circule déjà dans les rues. Et tel que je vous observe, votre arrogance. La mienne, c'est du RDPC. Je dis votre arrogance. 3 ans. Ou bien du RDPC. Vous. Ok. Votre arrogance sur ce plateau. Oui.
j'aimerais bien voir Quoi? après la présidentielle. Il n'y aura rien. Mais une chose est sûre. Oui. Une chose est sûre. Oui. Le peuple va s'exprimer et va défendre son vote. Il faut que je vous le dise. Oui. Moi, tu dis, il faut que je vous le dise. Vous êtes trop nerveux. Parce que c'est vous qui êtes nerveux. Non. C'est vous qui êtes nerveux. Je ne suis pas responsable de vous. Moi, je dis, c'est vous qui êtes nerveux. Je ne suis pas responsable de ça. Monsieur Zan, un jeune comme vous, vous voulez soutenir quelqu'un, un homme qui a 23 ans et qui va encore plus grand malade de 7 ans. Voilà alors. Voilà, vous n'avez pas honte. Voilà. Donc il reste jusqu'à 100 ans. Oui, c'est mon choix, monsieur. Combien de conseils de ministre a-t-il tenu depuis? Je prends la parole. C'est pas vous qui me donnez la parole. Ou alors, de toutes les façons. Restons dans le sujet. Et j'aimerais également ceci, parce que pour qu'il y ait un climat apaisé, il faut également que les médias jouent leur rôle. Que les médias jouent leur rôle. C'est-à-dire le rôle d'éveil républicain. Mais je sais très bien que le système en place, je veux dire le sérail gouvernant, a tout fait pour que les journalistes soient dépendants de la misère. Parce que vous, M. Serge, quand vous regardez l'aide publique, ce qu'ils appellent aide publique à la communication privée, parce que moi, dès que le professeur Camp arrive, ce sera une subvention. L'année passée, c'était de 140 millions. Vous avez mis la communication. J'ai enquêté. Je quand j'ai dit enquêter, le Noam Nietzsche a enquêté sur la répartition de ces fonds, donc de cette aide. Sur 140 millions, 40 millions ont été distribués aux journaux, donc à la presse. Même pas à la télé, même pas à la radio. Il dit 40 millions. Il y a 100 millions de francs CFA. Et d'ailleurs, je vous avise déjà qu'à la session de juin, n'est-ce pas, il va poser cette question au ministre René Sadi, qui est, somme toute, un homme de tempérance. Donc, je dis, c'est ça, la presse doit jouer un rôle. Dans tous les pays au monde. C'est moi qui l'ai dit. Moi, je dis dans tous les pays au monde, c'est moi qui viens de le dire. Après moi. Vous n'avez pas parlé. Moi, j'ai parlé de la média. Je dis bien ceci. Je dis, mais ceci est lieu pour moi, n'est-ce pas, d'interpeller, n'est-ce pas, le président de la Chambre des comptes, qui a investigué sur les 100 millions de francs CFA qui auraient disparu. Donc, au niveau du ministère de la Communication. Et puis, quand vous regardez les moyens qui sont déployés dans cette aide-là, mais Serge Alain, parce que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que ce soit la CRTV seule qui bénéficie de la redevance audiovisuelle. Ce n'est pas sérieux. Et moi, je dis tout ça, je suis dans le sujet. Oui, restons. Parce qu'une presse qui informe, qui éduque, qui divertit, fait bien son travail d'éveil républicain. Mais ils vont porter tous les moyens à les remettre uniquement à la CRTV. Mais, et pendant ce temps, et laquelle CRTV même d'ailleurs? Non, je vous en prie. Combien de gens suivent ça? C'est pas ici. Voilà, Flambe aussi, est-ce que vous attendez des signaux forts avant la part du gouvernement, des pouvoirs publics, pour que la tension puisse baisser? Vous avez parlé des discours de haine et tout ça. Est-ce que vous attendez que quelque chose soit fait dans ce sens-là? Bon, déjà, monsieur Otto, avant d'arriver à votre question, il faut d'abord apporter quelques éclaircies. Le président Maurice Kamto n'a jamais appelé à une quelconque insurrection. Ce que vous appelez insurrection, c'est une manifestation pacifique prévue dans le préambule de notre Constitution, qui est la loi suprême du Cameroun, c'est-à-dire dans la hiérarchie des normes. Après la Constitution, on a les traités internationaux, après on a les lois, on a les décrets. Donc lorsque la Constitution dit tout citoyen camerounais a le droit de manifester pacifiquement, c'est pas de l'insurrection. C'est pas de l'insurrection, c'est une faculté, une capacité reconnue à tout Camerounais de manifester publiquement son mécontentement dans le respect des libertés de l'autre. Nous n'avons rien cassé. Nous n'avons bousculé personne. Au contraire, c'est la police qui nous a arrêtés, nous a tabassés. Nos militants ont été torturés pendant 2 jours au CED, bastonnés comme des animaux. Je vous assure, même le plus grand délinquant dans ce pays ne peut pas être traité comme les militants du MRC. On a vu le cas récent de M. Mwafo, qui a assassiné un enfant de 6 ans au quartier Mbouaekele. Il a fallu plusieurs semaines, on parlait d'enquête. Mais quand des militants du MRC manifestent pacifiquement, on dit flagrant délit, là il n'y a pas besoin d'enquête.
Et ils sont condamnés au tribunal militaire. Là où un individu qui a pris une machette pour décapiter un bébé n'est pas passé. Donc, ce n'est pas de l'insurrection. C'est l'expression de la citoyenneté républicaine. Et nous méritons parce que nous sommes des Camerounais. On ne nous a pas encore déchus de nos nationalités. Donc, pour revenir à M. Zang du RDPC, j'admire vraiment la ferveur, c'est-à-dire la haine avec laquelle vous défendez un monsieur que vous n'avez jamais rencontré. Une candidature déjà qui n'est même pas certaine. Vous avez parlé des congrès. Le RDPC a organisé son congrès. C'est un deuxième parti. Vous pensez que vous avez l'autorité morale ici pour dire aux gens congrès, alors que vous avez un candidat frauduleux? Oui. Ok, d'accord. Donc, je veux donc vous dire, il faut lire, vous lisez? Beaucoup. Ah, ça ne se voit pas du tout. Hein. Parce que depuis que vous vous exprimez, j'ai l'impression d'entendre un débat dans une buvette de quartier. Non, exprimez-vous. S'il vous plaît, excusez-moi, monsieur. Mais justement, elle a raison de votre invitation. Je vous parce que Bavard, il ne parle pas. Je sais que vous êtes misogyne au RDPC. Permettez que je m'exprime. Je suis une femme qui défend ses valeurs. Je voudrais vous dire, monsieur Zang, ne tombez surtout pas dans l'hystérie politique. Parce que ce que vous dites tout à l'heure n'a aucun sens. Vous parlez de drogue, vous parlez de folie, vous parlez de ménopause politique, vous parlez des trucs que vous-même, vous traitez mon camarade, mon camarade de lutte, oui, c'est mon camarade de lutte. Okay. Vous le traitez de ménopausé politique, il est au FCC. Vous le savez quand même. Il a compris. Monsieur Bia, quel âge? De toutes les façons. Tu as quel âge? Mais de toutes les façons, 93 ans. Tu as quel âge? Monsieur Zang, qui est jeune, tu as quel âge? Défend un monsieur qui dans 7 ans aura 100 ans. 100 ans pile. Je suis conseiller municipal. Ton petit vous permettez, monsieur Zang? Un petit poste comme ça. Ah, tu l'as eu. Non, je vous en prie. C'est ça. Monsieur Zang défend un monsieur qui aura 100 ans dans 7 ans. Donc, il va nous expliquer par quelle magie noire un monsieur de plus de 90 ans va diriger le Cameroun. Je vais parler pour vous. Et le maintenir debout. Donc, j'aimerais beaucoup vous dire un truc, c'est que vous avez traité le président Maurice Kamto de président de Facebook. Mais quand on est président de Facebook, on n'effraie pas la police républicaine RDPCiste. Quand le président Maurice Kamto atterrit ici à Douala pour rencontrer ses militants lors d'une réunion privée, non, la police, c'est pas le RDPC. Je vous en prie, monsieur. C'est la police nationale. Oui, comme vous voulez. Chacun son point de vue. Non, c'est la police nationale. C'est vous qui parlez de... Je veux qu'on reste sur... C'est la police nationale. Pour tous les Camerounais. C'est pas le fait de répéter ça 10 fois pour ça va changer. Donc déjà, le président de Facebook est arrivé à Douala récemment. Il a été interdit de rencontrer ses militants. Il a été embastillé dans un appartement. Il a été reconduit de force à Yaoundé à son domicile. Pourtant, on est censé ne pas avoir peur de Facebook. Mais de quoi avez-vous peur, comme mon camarade a demandé? On ne comprend plus en fait sur quel pied danser avec vous. Donc je vais juste vous rappeler que vous nous traitez de violents, d'agressifs, mais c'est vous qui avez arrêté nos camarades. Et vous les avez envoyés en prison, où ils ont écopé de 7 ans devant le tribunal militaire alors qu'ils sont des civils. Et ils n'ont commis aucun crime armé. Donc vraiment, remettez-vous en question. Même pas une arme blanche. Même pas. Remettez-vous un peu en question. En deuxième partie, vous pensez que vous avez l'autorité morale ici pour dire aux gens congrès, alors que vous avez un candidat frauduleux? Oui. Ok, d'accord. Donc je veux donc vous dire, il faut lire. Vous lisez? Beaucoup. Ah, ça se voit pas du tout. Hein. Parce que depuis que vous vous exprimez, j'ai l'impression d'entendre un débat dans une buvette. Non. Un parti politique qui se réclame rassembleur, mais qui a tout fait pour diviser les populations, dans l'optique de diviser pour mieux régner. Diviser les populations avec le tribalisme et la haine gratuite. À la prison centrale de Kondengi, je salue Olivier Bibounissac, le professeur Alain Foguet. Un lieu que vous connaissez? Oui, tout à fait. Bon, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai également été incarcéré en 2019 à la prison centrale de Yaoundé, notamment au quartier 5, c'est le quartier des femmes. Et j'y étais au local 5, l'un des locaux les plus dangereux de ce quartier. J'y ai fait pratiquement 2 mois. Et j'ai été libéré, en fait j'ai été incarcéré sans mandat de détention provisoire. Et j'ai été libéré à 2 h du matin pour comparaître le lendemain devant le tribunal de première instance pour flagrant délit en rébellion partielle, manifestation illicite et trouble à l'ordre public.
On était en 2019. Oui, nous sommes là en 2019. Et mon procès s'est achevé en 2022. J'ai été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, sur 2 ans, je pense. Je sais jouer à ce jeu. Non, depuis 3 fois. Monsieur Zang. Charles, permettez-le. Monsieur Zang, on verra bien après octobre. Le grand soir après la présidentielle. On vous a chassé du SDF. Je dis on verra après la présidentielle. Nous serons en vie. J'espère que vous aurez le courage. Vous avez le mental de circuler, s'il vous plaît. De circuler dans les rues. Je circule déjà dans les rues. Et tel que je vous observe, votre arrogance. La mienne, c'est du LDPC. Je dis votre arrogance. Ou bien monsieur. Vous. Ok. Votre arrogance sur ce plateau. Oui. J'aimerais bien voir. Quoi? Après la présidentielle. Il n'y aura rien. Bon, déjà, monsieur Otto, avant d'arriver à votre question, il faut d'abord apporter quelques éclaircies. Le président Maurice Kamto n'a jamais appelé à une quelconque insurrection. Ce que vous appelez insurrection, c'est une manifestation pacifique prévue dans le préambule de notre constitution, qui est la loi suprême du Cameroun, c'est-à-dire dans la hiérarchie des normes. Après la constitution, on a les traités internationaux, après on a les lois, on a les décrets. Donc lorsque la constitution dit tout citoyen camerounais a le droit de manifester pacifiquement, c'est pas de l'insurrection. C'est pas de l'insurrection, c'est une faculté, une capacité reconnue à tout Camerounais de manifester publiquement son mécontentement dans le respect des libertés de l'autre. Nous n'avons rien cassé. Nous n'avons bousculé personne. Au contraire, c'est la police qui nous a arrêtés, nous a tabassés. Nos militants ont été torturés pendant 2 jours au CED, bastonnés comme des animaux. Je vous assure, même le plus grand délinquant dans ce pays ne peut pas être traité comme les militants du MRC. On a vu le cas récent de M. Moifo, qui a assassiné un enfant de 6 ans au quartier Boekele. Il a fallu plusieurs semaines. On parlait d'enquête. Mais quand des militants du MRC manifestent pacifiquement, on dit flagrant délit, là il n'y a pas besoin d'enquête. Et ils sont condamnés au tribunal militaire. Là où un individu qui a pris une machette pour décapiter un bébé n'est pas passé. Donc, ce n'est pas de l'insurrection. C'est l'expression de la citoyenneté républicaine. Et nous méritons parce que nous sommes des Camerounais. On ne nous a pas encore déchus de nos nationalités. Donc, pour revenir à M. Zang du RDPC, j'admire vraiment la ferveur, c'est-à-dire la haine avec laquelle vous défendez un monsieur que vous n'avez jamais rencontré. Une candidature déjà qui n'est même pas certaine. Vous avez parlé des congrès. Le RDPC a organisé son congrès. C'est en deuxième partie. Vous pensez que vous avez l'autorité morale ici pour dire aux gens congrès, alors que vous avez un candidat frauduleux? Oui. Ok, d'accord. Donc je veux donc vous dire, il faut lire. Vous lisez? Beaucoup. Ah, ça ne se voit pas du tout. Hein. Parce que depuis que vous vous exprimez, j'ai l'impression d'entendre un débat dans une buvette de quartier. Non, pas exprimez-vous. S'il vous plaît, excusez-moi, monsieur Otto. Mais justement, elle a raison de votre invitation. Je sais que vous êtes misogyne au RDPC. Permettez que je m'exprime. Je suis une femme qui défend ses valeurs. Je voudrais vous dire, monsieur Zang, ne tombez surtout pas dans l'hystérie politique. Parce que ce que vous dites tout à l'heure n'a aucun sens. Vous parlez de drogue, vous parlez de folie, vous parlez de ménopause politique, vous parlez des trucs que vous-même, vous traitez mon camarade, mon camarade de lutte, oui c'est mon camarade de lutte, vous le traitez de ménopausé politique, il est au FCC. Vous le savez quand même. Il a compris. Monsieur Bia, quel âge? De toutes les façons. Tu as quel âge? Mais de toutes les façons, tu as quel âge? Monsieur Zang, qui est jeune, tu as quel âge? Défend un monsieur qui dans 7 ans aura 100 ans. 100 ans pile. Je suis conseiller municipal. Ton petit vous permettez, monsieur Zang? Un petit poste comme ça. Ah, tu l'as eu. Non, je vous en prie. C'est ça. Monsieur Zang défend un monsieur qui aura 100 ans dans 7 ans. Donc, il va nous expliquer par quelle magie noire un monsieur de plus de 90 ans va diriger le Cameroun. Je vais parler pour vous. Et le maintenir debout. Donc, j'aimerais beaucoup vous dire un truc, c'est que vous avez traité le président Maurice Kamto de président de Facebook. Mais quand on est président de Facebook, on n'effraie pas la police républicaine RDPCiste. Quand le président Maurice Kamto atterrit ici à Douala pour rencontrer ses militants lors d'une réunion privée, non, la police, c'est pas le RDPC. Je vous en prie, monsieur. C'est la police nationale. Oui, comme vous voulez. Chacun son point de vue. Non, non, c'est la police nationale. C'est vous qui parlez de... Je veux qu'on reste sur... C'est la police nationale.
Pour tous les Camerounais. C'est pas le fait de répéter ça 10 fois que ça va changer de son. Donc déjà, le président de Facebook est arrivé à Douala récemment. Il a été interdit de rencontrer ses militants. Il a été embastillé dans un appartement. Il a été reconduit de force à Yaoundé, à son domicile. Pourtant, on est censé ne pas avoir peur de Facebook. Mais de quoi avez-vous peur, comme mon camarade a demandé? On ne comprend plus en fait sur quel pied danser avec vous. Donc je vais juste vous rappeler que vous nous traitez de violents, d'agressifs, mais c'est vous qui avez arrêté nos camarades. Et vous les avez envoyés en prison, où ils ont écopé de 7 ans, devant le tribunal militaire alors qu'ils sont des civils et n'ont commis aucun crime armé. Donc vraiment, remettez-vous en question. Même pas une arme blanche. Même pas. Remettez-vous un peu en question. Bon, déjà de prime abord, avant d'arriver aux conditions, peut-être il faut interroger l'étiologie. Oui. L'étiologie, ce sont les causes. Pourquoi le scrutin ne réussirait pas au Cameroun? Eh bien, on a une cause principale qui s'appelle Rassemblement démocratique des populations du Cameroun. Je pense bien c'est ça. C'est donc un parti politique... Du peuple camerounais. Ouais, bon, j'ai dit population. Okay. Voilà. Okay. C'est donc un parti politique qui gouverne d'une main de fer le Cameroun depuis 43 ans. Un parti politique qui se réclame rassembleur, mais qui a tout fait pour diviser les populations, dans l'optique de diviser pour mieux régner. Diviser les populations avec le tribalisme et la haine gratuite. Et c'est un parti politique qui se revendique démocrate. Mais de quelle démocratie on parle lorsqu'on sait que les adversaires de ce parti croupissent encore dans des prisons pour avoir manifesté pacifiquement à main nue? D'autres ont été arrêtés à leur domicile devant femmes et enfants. De quelle démocratie on parle lorsque ce parti politique ne respecte même pas la séparation des pouvoirs? Mais c'est dans quel pays démocratique le président préside le Conseil supérieur de la magistrature? C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, candidat à l'élection présidentielle de 2025, futur président de la République du Cameroun, a décidé que lorsque lui sera à la tête de ce pays, celui qui présidera le Conseil supérieur de la magistrature sera le premier président de la Cour suprême. Parce que c'est une aberration démocratique que ce soit le président de la République qui s'asseye pour décider de là où les magistrats doivent siéger. C'est une grave entrave à la démocratie. Et j'aimerais dire ici, il n'y a pas une démocratie culturelle. La démocratie a des principes universels qui s'appliquent à tout le monde. Soit vous appliquez la démocratie universelle, soit on retombe dans la dictature. D'ailleurs, on vit sous une dictature déguisée. On le sait. Donc le RDPC a divisé. Le RDPC a entravé une démocratie qu'elle a jadis vendue aux populations en disant on va abolir les lois liberticides. Des lois qui aujourd'hui s'appliquent de façon sous-jacente. C'est une grave atteinte à la démocratie de violer le préambule de la Constitution qui est la loi fondamentale de ce pays. Et donc, lorsque je le dis donc, j'arrive au niveau de comment faire donc pour qu'il y ait une élection à peser dans ce pays. Eh bien, il faut déjà éduquer les masses. Dire aux populations que l'affaire politique est une affaire de tous. Il n'y a pas un groupuscule ici qui doit décider de qui doit parler politique et qui ne doit pas parler politique. Si vous êtes en majorité électorale, vous avez le droit de donner votre avis sur ce qui se passe dans votre pays concernant les questions politiques. Vous avez le droit de voter. Vous avez le droit même de surveiller le vote. Ce n'est pas interdit. Parce qu'on a fait croire aux Camerounais que lorsque vous parlez politique, vous allez finir en prison. Et le rassemblement démocratique, ou je vais dire l'anti-rassemblement antidémocratique, qui fait tout pour mettre dans les consciences populaires que parler politique, c'est parler mal de M. Biya. Peut-être qu'il faut rappeler que le Cameroun n'est pas né sous M. Biya. Bien avant M. Biya, le Cameroun existait. Donc après l'éducation des masses, il faut donc imposer une culture de la tolérance. La tolérance. Il y a trop de discours haineux qui montent en puissance pour le plaisir du gouvernement en place. Parce qu'ils sont contents, ils savent qu'ils ne tiennent pas la légitimité du peuple. Lorsqu'on ne tient pas sa légitimité du peuple, qu'est-ce qu'on fait? On détruit ce peuple. Comment détruire un peuple? On oppose le peuple les uns les autres. Les tribus contre les tribus. La guerre de génération, les jeunes contre les vieux. C'est une manière subtile de détruire le peuple afin de maintenir son hégémonie
frauduleuse. Et donc, après avoir imposé une culture de la tolérance, il faut maintenant cultiver davantage le vivre ensemble. Pas ce vivre ensemble qui, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il faut un véritable vivre ensemble dans ce pays. Un vrai vivre ensemble. Dans son programme politique de 2018, le président Maurice Kamto a touché une question sensible. Il dit, pour davantage approfondir le vivre ensemble, on va créer une langue nationale commune, qui sera un brassage de toutes les langues culturelles qui existent. On a des génies en linguistique qui vont s'asseoir et faire ce travail. Donc, lorsque je finis donc de citer ce qu'il faut faire, à mon niveau en tout cas, et bien sûr la liste n'est pas exhaustive, il y a forcément d'autres choses qu'il faut faire, mais pour moi c'est le plus important et le plus urgent. Et sincèrement, je dis également que s'il y avait une alternance dans ce pays, on ne serait pas en train de parler d'apaisement et tout ça. Monsieur Biya fait 43 ans, c'est beaucoup. Je pense même qu'il n'a plus l'âge de diriger ce pays. J'ai écouté... Les autres partis qui... J'ai écouté Charles Elisan bavader durant près de 10 minutes. Il n'a pas parlé. Il a bavardé. Ah bon. Ce que je vais lui dire, c'est que quand le Riyad m'a dit pas venir croiser le canon de Yaoundé, désigner l'arbitre, désigner, n'est-ce pas, les commissaires de match, indiquer le genre de ballon avec lequel il faut jouer. Et marquer le pénalty. Parce que le Real se sent supérieur. Vous dites ce qui se passe, non? C'est ce qui s'est passé la saison dernière. Il dit, mais écoutez, là, de quoi ont-ils peur? Je prends la récente actualité. Le professeur Maurice Kamto, après avoir tenu son méga meeting à la place de la République à Paris, décide de faire escale ici à Douala. À peine il arrive chez lui, qu'on encercle sa résidence, brisant ainsi le sacro-saint principe de la liberté d'aller et de venir, consacré par les textes au Cameroun ainsi que par les traités internationaux. Le lendemain, il est question, n'est-ce pas, dimanche, d'aller au siège de son parti. Vous avez un préfet qui sort un arrêté indiquant que les motos à caractère onéreux ne doivent pas, n'est-ce pas, sillonner sur cet axe. De quoi ont-ils peur? Ils savent très bien que s'ils laissent les gens circuler et que plusieurs personnes, des milliers de personnes, il y aura un torrent républicain qui va rencontrer le professeur Maurice Kamto. Qui a finalement peur? Qui a finalement peur? Mais monsieur Zan, ce n'est que le début. Hein? De quoi? Ce n'est que le début. De quoi? Vous allez partir en octobre. À tous les jours. Je dis vous allez partir. Quand vous êtes parti de la deuxième. Je dis vous allez partir. Quand vous êtes parti de la deuxième. Je dis vous allez partir. Quand vous êtes parti de la deuxième. C'est dit que ne rêvez pas. Oh, et moi je dis sur ce plateau, et j'assume mes propos. Lesquels? Le changement que prend le professeur Maurice Kamto, c'est dans la paix et pas les urnes. Vous ne parlez pas comme ça. Donc s'il y a 2018, s'il y a du désordre, donc durant ou après le scrutin, ce sera de la faute du RDPC. Pourquoi? Mais on connaît vos méthodes. Mais je voulais dire qu'il y aura une brigade de contrôle. Non, il n'y a rien. Monsieur Zang, il n'y a rien là. Il existe déjà une brigade républicaine. Non, mais vous me rappelez. Écoutez, il n'y a rien là. Je dis du côté des. Monsieur Moda, il n'est un secret pour personne que Biya, vu son âge, c'est sa femme qui manipule tout. Pourtant, c'est pas sa femme qu'on cite souvent. Non! Biya ne contrôle plus rien. Biya ne contrôle plus rien. Je m'amuse même parfois à discuter avec des Camerounais qui vous disent que bon, Biya, tel collaborateur qui est proche de sa femme, Biya ne le reçoit pas depuis 6 mois, machin. Mais c'est la femme de Biya qui gouverne le Cameroun. D'ailleurs, à l'heure à laquelle je vous parle, le pétrole du Cameroun est géré par Madame Biya. Vous ne le savez pas peut-être.
tout s'est joué, et je vais vous dire où tout s'est joué. Tout s'est joué après l'élection de Biya 2018. En fait, son épouse, vous savez, généralement, les femmes, elles ont cette habitude de dire à leur mari, tu ne m'as jamais rien donné, tu ne me fais rien, tu ne fais rien pour moi, ainsi de suite. Biya a toujours suivi ça avant 2018 avec son épouse. Si tu t'en vas aujourd'hui, je ne vais rien gagner, mes enfants n'auront rien, ainsi de suite, qu'est-ce que j'ai profité? Biya lui a dit, ok, 2018, dès que je suis réinstallé, c'est ton mandat à toi. Le mandat de 2018 à 2025, c'est Madame Biya qui gère le Cameroun. Même le gouvernement, c'est que vous ne savez pas, même le gouvernement a été fait. Biya a fait le gouvernement de 2018, on va vous le dire. Oui, il a choisi ces gens, comme Motazé qui est son neveu du côté de son fils Franck, et d'autres personnes, des amis comme Laurent Esso, et le reste... On l'a depuis longtemps quand même. Oui, et d'autres, et quelques-uns. Le reste, dès qu'il a fini de remplir, il a donné à sa femme. Il dit, les autres postes, débrouillez-vous. C'est Ngongo qui s'est fait secrétaire, ministre d'État. C'est Ngongo qui s'est fait. C'est Ngongo et Chantal Biya qui ont nommé les autres membres du gouvernement. Les Nganou Djoumessi, ils sont nombreux qui sont au gouvernement. Ils savent qu'ils sont là pour madame. D'ailleurs, quand Biya donne ce mandat à sa femme, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire de gouvernement. Il ne peut pas faire de gouvernement. Exactement. Parce que c'est le mandat de sa femme. Sa femme, il a dit à sa femme, c'est ton mandat. Fais ce que tu veux. Nomme qui tu veux en dehors des gens que j'ai désignés. Des postes qui me sont réservés. Le reste, débrouille-toi. Trouve de l'argent pour tes enfants. Trouve l'héritage que tu veux. Je suis d'ailleurs surpris quand j'entends des gens dire Nganou Djoumessi va aller en prison bientôt, les machins. Nganou Djoumessi est là. Qui va arrêter Nganou Djoumessi? Personne ne peut mettre Nganou Djoumessi en prison. Et pourquoi selon vous? Mais Nganou Djoumessi exécute les ordres qui lui sont donnés du palais. Je vous donne un exemple. Il y a Ngongo appelle Nganou Djoumessi et dit Madame a besoin de 10 milliards. Il faut trouver 10 milliards. Nganou Djoumessi est obligé de chercher un projet. Et même si la route coûte 3 milliards, il facture à 10 milliards, disons à 20 milliards, parce que lui aussi va prendre un peu, il va donner un peu au secrétaire général, ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'entreprise qui vient lui dit, bon, voilà, la route c'est telle, mais sache que le reste, tu vas virer dans tel compte, tel compte. Qui va arrêter Nganou Djoumessi? Qui peut arrêter Nganou Djoumessi? Presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la